La plupart d'entre nous avons appris la guerre dans les manuels scolaires. Des colonnes blindées, le fracas de l'artillerie, des tranchées creusées dans une terre gorgée d'eau. Mais ce qui s'est joué au-dessus d'un pont, à l'aube d'une nuit ukrainienne, renverse absolument tout ce que nous pensions savoir. Un seul drone. Plus compact qu'un sac de randonnée que l'on pourrait acheter au BHV Marais. 20 secondes de vol, une demi-seconde de transmission, et une artère logistique entière a cessé d'exister. Si vous voulez comprendre à quoi ressemble vraiment la guerre du XXIe siècle, et pourquoi de Paris à Marseille, cette réalité nous concerne directement, cette analyse est faite pour vous. L'opération avant l'aube. Tout a commencé dans l'obscurité totale, bien avant le lever du soleil. Les forces ukrainiennes découpaient méthodiquement le réseau logistique ennemi, point de passage après point de passage. Le pont de Tchongar, neutralisé. Les itinéraires secondaires de la région de Kéran, coupés. Il ne restait plus qu'un seul corridor encore opérationnel, le pont surnommé des fourmis. Le dernier fil par lequel pouvaient encore transiter soldats, carburant et munitions. La mission était simple dans son énoncé, redoutable dans son exécution. Couper ce fil. Un drone de reconnaissance ukrainien évoluait déjà silencieusement au-dessus de la zone, transmettant des images en temps réel vers le poste de commandement. L'algorithme était limpide. Identifier le point structurellement vulnérable du pont, enregistrer les coordonnées, déclencher une frappe de précision. Tout se déroulait conformément au plan, jusqu'à ce qu'en quelques secondes, la situation bascule complètement. La colonne surgit du nord. Sans le moindre avertissement, une colonne militaire russe fit irruption dans la zone d'opération par le nord. Des camions lourdement chargés de munitions, escortés à l'arrière par des véhicules blindés. Si elle franchissait le pont avant la frappe, l'ennemi recevrait un ravitaillement absolument critique, au moment précis où l'on cherchait à l'isoler définitivement. Les opérateurs disposaient d'environ 30 secondes. Le pont ou la colonne. L'ordre tomba immédiatement. Les deux. La guerre invisible dans les terres. C'est ici que commence ce que les experts, notamment des analystes des think tanks européens spécialisés dans la sécurité du flanc est de l'OTAN, dont certains travaillent en lien direct avec l'état-major français, considèrent comme l'enseignement le plus précieux de ce conflit. Sur un champ de bataille moderne, chaque transmission radio laisse une trace. Le drone de reconnaissance émet dans les terres, et dans le spectre électromagnétique apparaît aussitôt un signal détectable. Les Russes avaient déployé dans ce secteur le système anti-radar Yastrieb AV, conçu à l'origine pour le suivi des obus d'artillerie, désormais reconverti pour traquer les opérateurs de drones. La logique est implacable. Croiser plusieurs lignes de relèvement, et la position du groupe de commandement s'inscrit sur la carte ennemie. Abattre le drone n'est même pas nécessaire. Il suffit de localiser le signal, d'identifier la source et de transmettre les coordonnées à l'artillerie. Ce n'est pas de la théorie. C'est une tactique documentée, employée dans des conditions de combat réelles, notamment lors des combats dans la région de Kharkiv et sur l'axe de Zaporijia. Le groupe ukrainien réagit instantanément, saut sur 148 fréquences différentes, sans s'attarder sur aucune plus d'une fraction de seconde. Les transmissions, réduites au strict minimum, trop brèves pour être localisées, suffisantes pour assurer le pilotage. Le chasseur venu du sud, puis une nouvelle menace surgit. Les capteurs du drone détectèrent un appareil de reconnaissance russe Orlan 30 approchant par le sud. L'ennemi ne se contentait plus d'écouter l'éther. Il avait engagé sa propre plateforme active pour traquer le groupe ukrainien. La liaison radio directe entre le groupe de reconnaissance et le groupe de frappe devenait trop dangereuse. Des transmissions simultanées auraient immédiatement doublé leur empreinte électromagnétique, deux marqueurs parfaitement visibles sur la carte de détection russe. La solution ? Un unique paquet de données chiffrées, ultra compact, sur la fréquence de 444 MHz. Coordonnées G, P, S, vitesse de la colonne, direction de déplacement, conditions de vent, cap d'approche optimale. Durée de transmission, 1 demi-seconde. Trop court pour que le Yastrieb localise la source.
trop concis pour que la station de guerre électronique ait le temps d'analyser. Le groupe de frappe avait tout ce dont il avait besoin. L'approche de l'objectif. Au moment où le drone FPV ukrainien décolla, la colonne avait déjà parcouru la moitié du chemin jusqu'au pont. 10 minutes, et elle franchirait le goulot d'étranglement. Après ça, la fenêtre de tir se refermerait définitivement. Le premier tronçon du trajet se déroula sans encombre. Le FPV volait extrêmement bas, utilisant les rangées d'arbres longeant la route, les remblais et les bâtiments détruits comme couverture. C'est une tactique standard dans un environnement de guerre électronique active, parfaitement maîtrisée par les opérateurs ukrainiens dans la région de Kherson et dans le Donbass. Puis, à environ 2,5 km de la colonne, l'image commença à se dégrader. Du bruit, des scintillements, une chute brutale du nombre d'images par seconde. Les Russes avaient activé le système de guerre électronique R330 JTEL. Après les frappes précédentes sur les points de passage, ils l'avaient repositionné près des ponts stratégiques, créant une bulle de brouillage électronique dense. L'espace aérien se transforma en trou noir, et le FPV fonçait droit dedans. L'opérateur bascula sur le canal de secours. Une partie du signal revint, plus faible, à peine exploitable, mais suffisante pour continuer. Chaque mètre supplémentaire coûtait davantage en instabilité. Finalement, l'opérateur passa en mode calcul pur. Dernière position connue de la colonne, vitesse de déplacement, temps écoulé, vent, tout se condensait en un seul point prévisible. Le camion de munitions devait se trouver au milieu du pont. Puis, l'écran s'illumina exactement pendant une seule image. Le pont. Un camion russe. Exactement là où les calculs l'indiquaient. Le signal disparut à nouveau. Mais cette seule image avait suffi. L'intercepteur. Par le haut, un drone intercepteur russe Joka plongea, plus rapide, plus léger, sans charge explosive, avec un rapport poussé sur poids supérieur. Le FPV ukrainien volait bas, était chargé et perdait déjà de l'énergie dans la zone de brouillage du JTEL. Vitesse de rapprochement combinée, plus de 300 km/h. 300 mètres jusqu'à la collision. Moins de 4 secondes. L'opérateur projeta brutalement le FPV vers la droite. Une inclinaison de près de 60 degrés. Le Joka traversa exactement l'espace que le drone venait de quitter. Raté. Le Joka se redressa et engagea une deuxième passe à 25 mètres. L'opérateur répondit par une manœuvre inattendue. Il réduisit la poussée presque à zéro. Le FPV chuta de 15 à 3 mètres en moins de 2 secondes. Le Joka passa dans le vide au-dessus. Raté encore. La manœuvre avait consumé une grande partie de la charge batterie restante. Mais le drone volait toujours. Et le Joka était juste derrière. Les derniers mètres. Le véhicule blindé d'escorte pivotait déjà sa tourelle en direction du bruit du combat aérien. Le canon automatique ouvrit le feu à courte distance. L'opérateur plaqua le FPV au ras de la chaussée, utilisant les véhicules de la colonne et la structure du pont pour bloquer l'angle de tir. Une rafale passa juste au-dessus. La tension de la batterie continuait de chuter. Le système de reconnaissance de cible finit par accrocher l'arrière du camion de munitions, par intermittence, à travers la fumée et les interférences, mais suffisamment pour maintenir le cap. À 3 mètres, il n'y avait plus de place pour une esquive, une correction, une deuxième chance. Le FPV percuta de plein fouet l'arrière du camion de munitions. 4h39, heure locale. La réaction enchaîne. La première explosion déchira la caisse de chargement, puis la deuxième, la troisième, la quatrième. Une détonation enchaîne à travers les munitions stockées. Une boule de feu se répandit sur le tablier du pont. Le souffle projeta le camion hors de sa trajectoire. Les véhicules qui suivaient n'eurent pas le temps de freiner. Un camion logistique s'encastra dans les débris en flammes. Le suivant percuta de côté, bloquant la voie de retraite de toute la colonne. Le tablier du pont, déjà fragilisé par les frappes précédentes, s'effondra sous les explosions secondaires. La poutre maîtresse céda.
La chaussée s'écroula. En 2 minutes, une colonne mécanisée se retrouvait bloquée sur le pont. Impossible d'avancer, impossible de reculer, impossible de prendre position. Le pont des Fourmis était mis hors service. Pourquoi Paris, Lyon et Marseille doivent s'en préoccuper? Parce que cette opération n'est pas simplement l'histoire d'un pont ukrainien détruit à l'aube. C'est un cours magistral sur la guerre de demain. Et la France est directement concernée. Pensez-y concrètement. La France est la première puissance militaire de l'Union européenne depuis le Brexit. Elle dispose de l'armée la plus importante du continent occidental, d'une industrie de défense de premier rang, de Thales à Dassault, de MBDA à Nexter, et d'une responsabilité stratégique qui s'étend de l'Arctique au Sahel. Les décisions prises aujourd'hui à l'état-major des armées, à Ballard, dans le 15e arrondissement de Paris, s'appuient directement sur les leçons tirées des combats en Ukraine. La question n'est plus abstraite. Quelle part du budget de défense français, qui dépasse désormais 47 milliards d'euros pour 2024, en route vers les 2% du PIB exigés par l'OTAN, doit aller vers les plateformes classiques, Charles Leclerc, véhicules blindés Griffon, artillerie César, et quelle part vers les technologies de drones, les systèmes de guerre électronique, la formation d'opérateurs capables d'agir dans un environnement saturé de brouillage. Ce débat traverse aujourd'hui les couloirs de l'Assemblée nationale, les colonnes de la revue Défense nationale, les amphithéâtres de Saint-Cyr. Et il ne se tranche pas dans la théorie, il se tranche sur l'axe de Zaporijia, autour de Kharkiv, dans le delta du Dniepr. Chaque réponse que l'Ukraine forge au prix du sang et de l'expérience atterrit sur les bureaux des planificateurs de l'état-major français. Imaginez un instant l'équivalent de ce scénario sur le territoire européen. Un pont stratégique sur le Rhin, une infrastructure logistique reliant l'Île-de-France à la Bretagne, un nœud ferroviaire entre Lyon et Marseille. Dans un conflit de haute intensité sur le flanc est de l'OTAN, ce sont exactement ces types d'infrastructures que des drones adverses chercheraient à neutraliser et que nos systèmes de défense devraient être capables de protéger. La résilience de ces axes, la capacité à les défendre contre des menaces asymétriques et peu coûteuses, est désormais au cœur de la planification défensive française et européenne. Ce n'était pas simplement un camion détruit. C'était un maillon délibérément arraché à une vaste campagne d'isolement logistique. Menée non pas par un bataillon blindé, non pas par un système de missiles valant des centaines de millions d'euros, mais par un seul drone, plus petit qu'un sac à dos, guidé à travers 3 couches de guerre électronique, esquivant un drone intercepteur, sous le feu direct de la défense antiaérienne, avec une batterie presque à plat, avant même d'atteindre l'objectif. Voilà ce qu'est la guerre aujourd'hui. Un point de passage protégé par des radars, des systèmes de brouillage, des blindés et des drones intercepteurs, peut être neutralisé par un seul petit FPV, qui trouve la seule faille dans le dispositif. Ces leçons ne sont pas réservées aux colloques fermés de l'IEDN ou aux séminaires de l'école de guerre. Elles constituent le fondement de décisions très concrètes. Quoi acheter? Comment former? Comment bâtir une doctrine de défense cohérente pour l'ensemble du flanc Est? Chaque euro du budget de défense français, chaque heure de formation d'un opérateur de drone à Draguignan ou à Mourmelon, c'est exactement de ça qu'il s'agit. Comment évaluez-vous cette opération? Quelles infrastructures logistiques européennes vous semblent les plus vulnérables face à ce type de menace asymétrique? Écrivez-le en commentaire. Il s'est constitué ici une audience qui connaît vraiment le sujet, et ce type d'analyse est véritablement précieux. Si vous voulez suivre ce sujet en profondeur, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications. La prochaine analyse de cette série est déjà en préparation.